Dans l'unité de stockage numéro 105, Tyler déchargea rapidement les boîtes, incluant celles qui contenaient les restes mortels de sa fille. Joe Garcia ne pouvait se débarrasser d'un mauvais pressentiment. Craignant que les boîtes contiennent des substances contrôlées, il décida de vérifier le contenu. Le 15 mai, presque 3 semaines après la mort de Collie, Garcia ouvrit la boîte avec un couteau puis le baril plastique bleu. À l'intérieur, il y avait un sac à dos. Quand il ouvrit la fermeture éclair, il vit quelque chose qui changerait sa vie pour toujours. Le bras squelettique d'un petit enfant. Avec des mains tremblantes, Joe appela le numéro d'urgence. Les policiers de Sacramento furent choqués. Ils s'attendaient à voir le corps d'un enfant, mais c'était une fillette de 5 ans qui pesait autant qu'un petit bébé de 6 mois. Collie fut trouvée vêtue d'un pyjama de bébé de 18 mois, d'un bonnet tricoté et de chaussettes Hello Kitty dépareillées. La même Hello Kitty qu'elle avait aimée dans des jours plus heureux. À côté du corps était une Bible pour enfants, ironie cruelle finale dans cette tragédie. Le 16 mai, Tyler fut arrêté en chemin vers l'unité de stockage. La police trouva du liquide briquet et des allumettes dans le coffre de sa voiture. Il planifiait de brûler toutes les preuves. Ce même jour, le détective Ben Rhodes arriva à l'appartement sur Harvard Way pour arrêter Everana. L'appartement présentait un désordre complet. 2 enfants rampaient au milieu du chaos avec des couches sales, affamés et effrayés. Dans la salle de bain d'invités, le détective Rhodes découvrit l'instrument de torture, une grande cage métallique pour animaux avec des barreaux tordus. Des menottes étaient attachées aux barreaux. Proche était un sac à dos d'enfant avec des vêtements et un chapeau brodé avec le nom Collie. Le détective fouilla tout l'appartement, cherchant des signes de chien, poils, jouets, déchets, rien. Mais il y avait des cheveux humains dans la cage et des preuves biologiques sur les menottes. L'analyse ADN confirmera plus tard le pire. Les particules de cheveux et de peau appartenaient à Collie. Les détectives prirent les 2 garçons sous garde protective et amenèrent Everana au poste pour interrogatoire. L'entretien de 4 heures avec le détective Jeffrey Boyd devint l'aveu d'un des crimes les plus brutaux contre les enfants de l'histoire américaine. Initialement, Everana nia tout, puis admit graduellement plus de faits. « J'ai essayé d'aider », dit-elle. « Comment avez-vous essayé de l'aider » demanda le détective. « Réanimation cardio-pulmonaire, nous essayons tous les 2. Cela dura mon temps. J'étais contrarié avec Tyler parce qu'il disait qu'il savait faire la réanimation. »« Avez-vous appelé quelqu'un? Les urgences, la famille ou des amis ?» questionna l'enquêteur. « Pourquoi pas ?» fut sa réponse évasive. Quand ils annoncèrent son arrestation, elle commença à pleurer. « Je veux juste mourir », chuchota-t-elle. Au début, Tyler exerça son droit à un avocat et refusa de coopérer. Seulement le 5 juillet 2019, quelque chose changea et Tyler parla finalement. Sa confession fut troublante. « Je me mets devant elle pour la retenir et elle essaie de passer par-dessus moi. Elle me dit que je la sauve toujours, que je ne peux pas toujours la favoriser. Je vais à la salle de bain et elle est là-dedans. J'ai vu la cage. La première chose que je fais, c'est la sortir de la cage. Je demande ce qu'elle fait. Elle ne pleure pas, elle n'est pas blessée. Que fait-elle dans cette cage ?» Everana a dit qu'elle avait poussé et couru, alors elle a dit qu'elle n'avait personne à montrer. J'ai touché sa main sur son bras et j'ai commencé à faire la réanimation. J'ai continué à essayer. Je lui ai dit que cela ne fonctionnait pas, que nous appellerions l'ambulance. Elle a dit « Non, je ne vais pas appeler l'ambulance. Je ne peux pas aller en prison. Si tu appelles l'ambulance, je vais te tuer. Tu dois sauver ta fille. » J'ai pris mon portable, j'ai dit « Je vais appeler l'ambulance, je ne peux pas l'aider. » Elle a arraché le téléphone de ma main, l'a jeté dans le garde-manger, l'a frappé au sol. J'ai mis mon oreille sur son cœur. Je pensais l'avoir entendue s'arrêter. Elle était morte. J'ai pris un sac à dos. Elle voulait le brûler sous un pont. Elle a dit de mettre le sac dans la rivière Sacramento. J'ai dit non, parce que même si elle est renversée par un train, ils peuvent encore l'identifier. J'ai dit « Je vais brûler son corps à la maison ». Elle a répondu « Tu ne vas pas mettre ça dans ma maison. Tu vas le garder avec toi. Comme ça, si tu essaies quelque chose, je peux appeler la police et dire que tu as un corps dans ton coffre. » Quand ils ont annoncé son arrestation, elle a commencé à pleurer. « Je veux juste mourir », chuchota-t-elle. Au début, Tyler exerça son droit à un avocat et refusa de coopérer. Seulement le 5 juillet 2019, quelque chose changea et Tyler parla finalement. Sa confession fut troublante. « Je me mets devant elle pour la retenir et elle essaie de passer par-dessus moi. Elle me dit que je la sauve toujours, que je ne peux pas toujours la favoriser. Je vais à la salle de bain et elle est là-dedans. J'ai vu la cage. La première chose que je fais, c'est la sortir de la cage. Je demande ce qu'elle fait. Elle ne pleure pas, elle n'est pas blessée. Que fait-elle dans cette cage ?» Everana a dit qu'elle avait poussé et couru, alors elle a dit qu'elle n'avait personne à montrer. J'ai touché sa main sur son bras et j'ai commencé à faire la réanimation. J'ai continué à essayer. Je lui ai dit que cela ne fonctionnait pas, que nous appellerions l'ambulance. Elle a dit « Non, je ne vais pas appeler l'ambulance, je ne peux pas aller en prison. Si tu appelles l'ambulance, je vais te tuer.
Tu dois sauver ta fille !» J'ai pris mon portable, j'ai dit « Je vais appeler l'ambulance, je ne peux pas l'aider !» Elle a arraché le téléphone de ma main, l'a jeté dans le garde-manger, l'a frappé au sol. J'ai mis mon oreille sur son cœur. Je pensais l'avoir entendue s'arrêter. Elle était morte. J'ai pris un sac à dos. Elle voulait le brûler sous un pont. Elle a dit de mettre le sac dans la rivière Sacramento. J'ai dit non, parce que même si elle est renversée par un train, ils peuvent encore l'identifier. J'ai dit « Je vais brûler son corps à la maison ». Elle a répondu « Tu ne vas pas mettre ça dans ma maison, tu vas le garder avec toi. Comme ça, si tu essaies quelque chose, je peux appeler la police et dire que tu as un corps dans ton coffre. » Quand ils l'ont demandé pourquoi il allait à l'unité de stockage, le jour de l'arrestation, Tyler a admis « Je comptais me faire prendre, j'avais de forts pressentiments qu'ils apparaîtraient la nuit-là ou le jour d'après. Avec les soupçons que je soulevais, elle se demande ce qui se passe, je savais qu'ils allaient chercher. » Le procès dura plus de 3 ans. En janvier 2020, Tyler Anderson plaida coupable de homicide ou second degré en échange d'une sentence de prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 10 ans. Everana tenta initialement un accord semblable, mais le juge refusa de l'accepter, considérant la sentence proposée inadéquate pour la gravité du crime. Le légiste présenta des preuves dévastatrices au jury. Tous les organes internes de Collie étaient sous-développés à cause de la malnutrition chronique. Son thymus, organe clé du système immunitaire, avait rétréci à la taille d'un petit pois. L'enfant présentait de multiples blessures, à la tête, aux bras et aux jambes, à cause des coups constants. Des escarres s'étaient formées sur sa hanche par l'immobilisation prolongée. Ses côtes saillaient de la peau. En août 2021, un jury considéra Everana Enoch coupable de homicide au premier degré par torture, mise en danger d'enfants résultant en mort et destruction de preuves. Elle fut condamnée à prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 20 ans. Les sentences étonnamment clémentes ont laissé la famille de Collie dévastée et la communauté indignée par le fait que ses bourreaux pourraient un jour marcher libres. Collie Anderson est morte le 26 avril 2018. Elle avait 5 ans et 7 mois. Collie n'a jamais allé en première année. Elle n'a jamais perdu de dents. Elle n'a jamais soufflé les bougies de son 6e anniversaire. Elle n'a jamais appris à lire. Tout cela lui a été robé de ceux qui auraient dû la protéger. Elle aimait Hello Kitty et Minnie Mouse. Elle buvait dans un gobelet avec une paille. Elle portait des nœuds brillants tous les jours. Elle jouait avec des petites voitures roses et embrassait gentiment les plus petits enfants. Elle méritait de grandir, jouer, rire. Elle méritait l'amour, pas la torture. La protection, pas la trahison. Elle méritait la vie. Les 2 histoires que nous avons partagées aujourd'hui révèlent des failles systémiques qui ont coûté des vies précieuses. Sophia Maria Costa et Collie Kyan Anderson étaient des enfants dont les sourires illuminaient les environnements, dont l'amour était pur et inconditionnel. Ils firent confiance aux adultes autour d'eux, et cette trahison a été brutalement trahie. Ce ne sont pas seulement des statistiques criminelles, ce sont des leçons sur des signes d'alerte qui passèrent inaperçus, sur des systèmes qui ont échoué quand ils devaient plus fonctionner, sur comment la société échoue à protéger ses membres les plus vulnérables. Les cas de Sophia et de Collie nous rappellent qu'une vigilance constante est nécessaire, que les noyaux, enseignants, membres de la famille, professionnels de santé, nous tous, nous avons la responsabilité de protéger les enfants autour de nous. Quand nous voyons des signes que quelque chose ne va pas, quand un enfant change de comportement drastiquement, quand de marques inexplicables apparaissent, quand une famille s'isole soudainement, cela peut être une opportunité d'intervention qui sauve des vies. Sophia n'a vécu que 1183 jours. Collie a vécu 2037 jours. Leurs vies furent brèves, mais leur impact devait être durable. Elles nous ont appris l'importance d'être attentifs, d'agir quand nous soupçonnons un danger, de ne jamais ignorer nos instincts quand il s'agit de sécurité enfantine. Reposez en paix, les princesses Sophia et Collie. Vos histoires continueront à être racontées pour que d'autres enfants puissent être protégés. Vos mémoires vivront comme rappel que chaque enfant mérite l'amour, la sécurité et la chance de grandir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rater aucun de nos prochains cas. Laissez dans les commentaires votre opinion sur ces histoires et suggérez d'autres affaires que vous aimeriez voir abordées. Votre engagement nous aide à porter ces importantes discussions à plus de personnes. Ensemble, nous pouvons faire la différence dans la protection des enfants de nos communautés. Imaginez que vous êtes un opérateur du centre d'urgence quand à 14h43, votre téléphone sonne. De l'autre côté de la ligne, une voix féminine tremble de désespoir. « Ma fille ne respire plus, elle n'a que 3 ans. S'il vous plaît, aidez-nous » Vous collectez des informations vitales, mais il y a quelque chose dans la voix de cette mère qui glace votre sang. Ce n'est pas seulement de la panique commune, c'est quelque chose de plus profond, de plus troublant. Vous dépêchez les ambulanciers à l'appartement numéro 9. Quelques minutes plus tard, vous recevez le retour de l'équipe de secours et leurs voix sont différentes.
Ils ont trouvé une scène qui restera gravée à jamais dans leur mémoire. Un enfant de 3 ans au sol du salon, enveloppé dans une serviette en état très grave. Mais le plus troublant n'était pas seulement l'état de la fillette, c'était ce que les signaux physiques révélaient sur ce qui s'était passé dans cet appartement. Cet appel ne sera que le début de l'une des séquences les plus choquantes jamais enregistrées dans le système judiciaire américain. Préparez-vous à découvrir comment un appel désespéré à l'aide a révélé l'une des trajectoires les plus troublantes jamais documentées. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en maintenant pour ne manquer aucun contenu important sur des affaires qui ont marqué une époque. Par un après-midi ensoleillé de mai 2011, dans le comté de Tulare, une famille profitait de moments apparemment heureux au parc Money Grove. Sophia, une fillette de 3 ans, rayonnait de joie dans sa tenue préférée, entourée de personnes qui l'aimaient. Personne n'imaginait que ce seraient ces derniers moments de véritable bonheur. 24 heures plus tard, un appel d'urgence briserait le silence d'un après-midi quelconque. La voix désespérée d'une mère résonnerait dans les haut-parleurs du central. Sa petite ne pouvait plus respirer, elle n'avait que 3 ans. Quand les ambulanciers arrivèrent à l'appartement numéro 9, ils trouvèrent une scène qui resterait gravée à jamais dans leur mémoire. La petite était au sol, enveloppée dans une serviette en état très grave. Il y avait des signes de blessures dans des endroits qui ne devraient jamais être blessés chez un enfant. Le docteur Philip Hayden, avec 25 ans d'expérience dans le traitement de cas complexes, déclarerait plus tard qu'il n'avait jamais vu quelque chose de semblable dans sa carrière médicale. Sophia Maria Costa était née en février 2008, fille de Erika Smith et Obi Costa, un jeune couple plein de rêves. Obi travaillait comme routier, passant de longues périodes loin de chez lui tandis que Erika s'occupait du bébé. La famille faisait face aux défis communs à de nombreux jeunes parents. Quand Sophia eut 1 an et demi, sa petite sœur Alexa naquit. Le lien entre les deux était extraordinaire, Sophia assuma naturellement le rôle de sœur protectrice, partageant ses jouets et consolant la cadette avant même que la mère ne perçoive les pleurs. La famille élargie décrivait Sophia comme un enfant rayonnant, non pas pour des talents spéciaux, mais pour sa capacité unique à illuminer n'importe quel environnement simplement par sa présence. Sa personnalité lumineuse se manifestait dans sa passion pour colorier, s'habiller en princesse et jouer avec Alexa. Cependant, la naissance de la seconde fille testa les limites de la jeune famille. Au début de 2010, les parents se séparèrent, Erika obtint la garde intégrale des fillettes, tandis que Obi déménagea à Livingston, à 40 miles de distance. Les visites paternelles, initialement programmées pour les week-ends, devinrent de plus en plus sporadiques en raison des exigences de son travail. Le grand-père Sam Coronado offrit un soutien financier à Erika durant cette période difficile. La jeune mère se consacrait entièrement au travail et aux soins de ses filles, s'efforçant de leur offrir le meilleur possible. Les fillettes passaient des heures à jouer sur la pelouse près de l'appartement et les week-ends visitaient des parcs où Sophia pouvait explorer son imagination. Jusqu'en septembre 2010, malgré les imperfections, la vie de Sophia maintenait une relative stabilité. Quotidiennement, elle visitait son arrière-grand-mère Ruth, qui nourrissait une affection profonde pour la fillette. Ruth se reviendra plus tard. Je me souviens d'elle dormant dans mon lit, tenant ma main, disant « Mamie, je t'aime ». Elle ne voulait jamais partir jusqu'à ce qu'il apparaisse. Il était Christopher Cherry, un jeune homme de 19 ans qui emménagea dans l'appartement numéro 9 en septembre de cette année-là. Erika est alors âgée de 23 ans et faisant face à ses propres difficultés, prétendait vouloir aider Christopher à surmonter des problèmes avec les substances. Rétrospectivement, il semble risqué d'imaginer une jeune mère de 2 petits-enfants tentant d'aider quelqu'un avec un historique de problèmes légaux. Avec l'arrivée de Christopher, la vie de Sophia se transforma drastiquement. La lumière et la joie qui l'avaient toujours caractérisée commencèrent à diminuer. Ses visites quotidiennes à son arrière-grand-mère devinrent rares. La princesse insouciante qu'elle avait toujours été disparut graduellement. Christopher exigeait que les fillettes l'appellent papa, mais elles ne comprenaient pas pourquoi. Après tout, elles avaient déjà un père. Erika confiait à une voisine quelque chose de troublant. Christopher la traitait très mal, étant agressif et la poussant contre les murs. La raison de ces situations était absurdement cruelle. Les enfants refusaient de l'appeler papa. Carly Vega, la babysitter de Sophia, commença à remarquer des changements préoccupants dans le comportement de la fillette. L'enfant, auparavant ouverte et joyeuse, était devenue craintive et anxieuse. Plus alarmante encore, Sophia commença à demander « S'il vous plaît, ne le dites pas à mon papa », se référant à Christopher. Carly observa Christopher être excessivement strict avec les enfants pendant les jeux. Quand elle tenta de parler avec Erika de ses préoccupations, elle fut ignorée. Une autre babysitter remarqua des marques suspectes sous les yeux de Sophia et l'entendait constamment se plaindre de douleur. En mars 2011, un incident se produisit qui aurait dû servir d'alerte finale. La petite sœur de Sophia subit une fracture à la jambe. Christopher expliqua à Erika qu'ils étaient au terrain de jeu quand l'enfant se blessa au toboggan. Cependant, les médecins de l'hôpital indiquèrent que la blessure semblait résulter de quelque chose de plus grave. Une jambe cassée chez un petit enfant, des explications incohérentes, des ecchymoses sur la sœur aînée, des signes clairs étaient présents. Mais personne ne questionna formellement la capacité de Erika à maintenir ses filles en sécurité.
Durant cette période, Sofia continuait à vivre cette situation difficile en silence. Les voisins observaient qu'après l'arrivée de Christopher, Sofia, Alexa et leur mère sortaient rasement de l'appartement. Elles semblaient avoir disparu de la vie communautaire du complexe résidentiel, un schéma classique d'isolement dans des situations problématiques. Le 6 mai 2011 représenta un rare moment de bonheur pour les fillettes. Erika et Christopher les emmenèrent au parc Mooney-Grove à Visalia, où des photographies capturèrent Sofia souriant véritablement pour la dernière fois. Le matin du 7 mai, Sofia se réveilla sans savoir que ce serait son dernier jour. Elle avait exactement 3 ans, 2 mois et 2 jours de vie. Elle fut réveillée par des disputes entre Erika et Christopher. Bien que Erika ne puisse se rappeler par la suite le motif de la dispute, elle savait que Christopher était agité. Et quand cela arrivait, il devenait particulièrement dangereux. Pour le calmer, Erika décida de voyager jusqu'à Visalia pour acquérir des substances illégales. Elle prit 2 bus pour acheter des stupéfiants d'une valeur de 20 à 30 $, laissant ses 2 filles de 3 ans et 1 an et demi seules avec un homme visiblement agité. Quand Erika revint vers midi, elle et Christopher consommèrent les substances ensemble. Par la suite, Christopher offrit à Sofia un sandwich et emmena les 2 fillettes à l'étage pour se reposer. Erika, épuisée du voyage et sous l'effet des substances, s'endormit aussi. Christopher, cependant, avait d'autres plans. Son esprit, altéré par les substances, le mena à commettre des actes terribles contre la petite Sofia. Quand la fillette tenta de crier et de résister, il la blessa gravement à l'abdomen. Pour un enfant de 3 ans, ce fut suffisant pour la laisser inconsciente. Tandis que sa mère dormait profondément dans la chambre d'à côté, Sofia fut gravement blessée. Mais la violence ne s'arrêta pas là. Quand Sofia, avec difficulté, appela faiblement sa mère, Christopher réalisa qu'elle pourrait révéler ce qui s'était passé. Cela scella son destin tragique. Christopher lui causa de graves lésions à la tête, et pour finir frappa son crâne contre le sol. Il aurait pu s'arrêter là, mais il entendit Erika bouger dans la chambre. Christopher cria alors « Erika, il y a quelque chose qui ne va pas avec Sofia !» Erika courut vers la chambre et trouva sa fille de 3 ans tombée du sol de la nurserie. Sofia était inconsciente, avec des signes d'avoir vomi, avec seulement un œil légèrement entrouvert. La petite princesse, qui avait apporté de la joie à tous autour d'elle, était maintenant en train de mourir sur le sol froid, victime d'une cruauté inimaginable, aux mains d'un homme que sa mère avait irresponsablement ramené à la maison. L'appel d'urgence arriva à 14h43. La voix d'Erika tremblait de panique. « Ma fille ne respire plus. Elle n'a que 3 ans. S'il vous plaît, aidez-nous. » Tandis que la mère désespérée parlait avec les opérateurs, Christopher prit Sofia inconsciente et l'emmena à la salle de bain. Il lava rapidement la fillette, non par préoccupation, mais dans une tentative désespérée d'éliminer les preuves de son crime. Quand les ambulanciers envahirent l'appartement numéro 9, ils furent témoins d'une scène inoubliable. Sofia était au sol du salon, enveloppée dans une serviette, petite et immobile. Christopher restait à quelques pas, semblant nerveux. Erika pleurait à l'extérieur de l'appartement. Sofia fut immédiatement transportée à l'hôpital Kaweah Delta. Les médecins des urgences surent instantanément qu'il ne s'agissait pas d'un accident commun. Des infirmières expérimentées ne purent retenir leurs larmes. Quand ils transférèrent la fillette de la civière de l'ambulance au lit d'hôpital, il y avait du sang sous son corps. La découverte la plus choquante vint durant l'examen médical. La fillette de 3 ans présentait des saignements en plusieurs parties du corps, des échymoses à l'abdomen et aux fesses, ainsi que des signes de traumatisme crânien sévère. Son état était si grave qu'elle fut transférée en urgence à l'hôpital pour enfants Valley Children's, une unité spécialisée dans les cas les plus graves. Tandis que les médecins luttaient pour la vie de Sofia, un détective commença son enquête dans l'appartement. Ce qu'il découvrit le troubla profondément. Le lit de la chambre d'enfant était trempé de sang. La couverture de Sofia présentait des traces de vomi et d'autres fluides corporels. Dans le salon, il y avait un tas suspect d'oreillers et de couvertures, certains avec des taches de sang. Mais la découverte la plus troublante était encore à venir. Quand le gardien du complexe vint nettoyer l'appartement après le départ de la police, il trouva un emballage de préservatifs et un objet qu'il décrivit comme inapproprié dans la chambre de l'enfant. Les résultats de laboratoire révélèrent des traces de substances contrôlées dans le sang de Sofia. Un enfant de 3 ans avait été exposé à des stupéfiants dans sa propre maison. À l'hôpital pour enfants, une équipe de médecins tenta désespérément de sauver Sofia. Une résonance magnétique montra des dommages cérébraux catastrophiques. Pendant 4 jours, Sofia lutta pour sa vie connectée aux appareils de support. Le 11 mai 2011, à 19h20, tandis qu'Obi tenait la main de sa petite fille, les appareils furent débranchés. Sofia Maria Costa, qui n'avait que 3 ans, 2 mois et 6 jours accomplis, succomba aux blessures causées par quelqu'un que sa mère avait irresponsablement ramené à la maison. Les résultats de l'autopsie furent dévastateurs. Cause de décès, traumatisme crânien multiple.
Sophia mourut à cause de fractures au crâne, d'hémorragie cérébrale, de privation d'oxygène et d'agressions physiques. Tous les spécialistes médicaux s'accordèrent, la fillette de 3 ans avait été soumise à des tortures avant de mourir. Pendant 1 mois après la mort de Sophia, Christopher Sherry vécut librement, racontant sa version des faits à qui voulait entendre. Il alla même jusqu'à accorder une interview à une chaîne locale, prétendant que Sophia s'était cogné la tête contre un petit chariot de course métallique à côté du lit. « J'étais exactement à la tête de son lit, au sol où était sa tête. Elle était encore enroulée dans la couverture. Alors il semblait qu'elle avait roulé ou était tombée d'une façon ou d'une autre. J'aurais honnêtement donné ma vie pour que cette petite fille soit vivante. Je serais heureux d'échanger ma place avec Sophia en un clin d'œil. » Le 3 juin 2011, Christopher Sherry fut formellement accusé d'homicide avec circonstances spéciales, de torture et d'autres crimes graves contre enfants. Quand l'affaire passa en jugement en 2016, 5 ans après la mort de Sophia, des détails effrayants émergèrent sur combien de personnes savaient le danger mais n'intervenaient pas. 2 babysitters, une voisine et plus choquant encore, la propre mère de la fillette connaissait le comportement violent de Christopher. Quand Erika Smith témoigna finalement, sa déposition choqua même les avocats expérimentés. Elle admit que Christopher la maltraitait régulièrement et menaçait de la tuer. « Il y a eu des moments où il m'a étranglé et poussé contre le mur. Il y a eu des moments où il m'a jeté des cadres photos. Il y a eu des moments d'abus verbal, me rabaissant, m'isolant, me faisant sentir inutile. » Mais la partie la plus incroyable fut son affirmation qu'elle lui faisait confiance pour s'occuper des enfants et ne voyait aucune raison de penser autrement. Les avocats de Christopher tentèrent désespérément de trouver des explications alternatives. Ils prétendaient que Sophia avait un trouble sanguin rare, que les blessures auraient pu être causées par les ambulanciers durant la réanimation, qu'aucun sang-frais ne fut trouvé dans l'appartement. Cependant, plus de 10 spécialistes médicaux témoignèrent que la mort de Sophia résultait d'une extrême cruauté. Le procureur souligna l'évident. Sophia était mouillée quand elle a été trouvée parce que Christopher avait lavé les preuves dans la salle de bain avant l'arrivée des secours. Le 14 novembre 2016, après une délibération intense, le jury revint avec son verdict coupable de toutes les accusations. Le 31 juin 2017, le juge Joseph Calassian condamna officiellement Christopher Sherry à mort. Christopher fut envoyé dans le couloir de la mort à la prison de San Quentin. Cependant, en 2019, le gouverneur de Californie imposa un moratoire sur la peine capitale, laissant la famille de Sophia profondément indignée. Sophia est enterrée au cimetière Winton. Des membres de la famille et de la communauté assistèrent aux funérailles. Le petit cercueil fermé symbolisait une enfance détruite dans un monde adulte indifférent. Alexa, d'1 an et demi, fut emmenée par les services de protection directement de l'hôpital où elle avait été emmenée avec sa sœur mourante. La bataille pour la garde dura 8 mois. Obi devait prouver sa capacité à être père. En décembre 2011, le tribunal accorda finalement Alexa au père. La fillette avait déjà 2 ans mais ne parlait pas. Les psychologues diagnostiquèrent un traumatisme sévère. Alexa était dans cette chambre quand Christopher torturait sa sœur. Elle a vu ou entendu ce qu'aucun enfant ne devrait voir. Des années de thérapie aidèrent Alexa à parler à nouveau, mais les cauchemars la hantent encore. Un banc pour enfants fut installé à Farmersville en mémoire de Sophia. Alexa adulte et toute la famille furent présentes à la cérémonie. Et Erika Smith, la mère qui laissa sa fille avec un prédateur, ne fut jamais tenue responsable criminellement. Elle perdit seulement la garde d'Alexa, mais ne fut jamais accusée de négligence. Le procureur de district la considéra comme victime, non complice. Beaucoup croient que cela représentait une grave injustice. Mais ce n'est pas la seule histoire que nous devons raconter aujourd'hui. Il y a un autre enfant dont le destin fut encore plus cruel, si c'est possible. Le 27 septembre 2012 naît Collie, Cayenne Armella Anderson. De grands yeux bruns brillaient de curiosité. Son sourire extraordinaire conquérit immédiatement le cœur de sa mère, Yanni Robinson, qui l'appelait son miracle, et princesse. Sur les photographies, Collie apparaît toujours souriante, buvant dans son gobelet préféré avec une paille, embrassant des jouets ou tenant tendrement son petit frère. Elle adorait le Kitty. Dans une de ses dernières photos heureuses, elle portait un t-shirt rose avec son personnage préféré, ses yeux brillants de joie. Tyler Anderson n'avait que 17 ans quand il découvrit qu'il allait être père. À cette époque, l'adolescent faisait déjà face à une addiction chimique, était impliqué dans le trafic de substances illégales et avait des problèmes avec la loi. Sa relation avec Lani fut tumultueuse et brève. Cette même année 2012, Tyler rencontra Everana Enoch, âgée également de 17 ans, au lycée. La jeune fille revenait d'avoir Rechota, où elle vivait avec sa mère après avoir fait face à des problèmes de santé mentale. Elle recevait un traitement et prenait des médicaments. Quand Everana Enoch apprit l'existence de Collie, les amis décrivèrent sa réaction comme de la colère et une profonde angoisse. Ce moment devint le point de départ d'une haine qui grandirait jusqu'à détruire un enfant innocent.
La décision la plus catastrophique vint du tribunal de la famille. La juge Cinder Higgins Unyor, plus tard écartée pour préjugés systématiques, accorda la garde totale de Collie à un père adolescent avec addiction chimique et antécédents criminels. L'instinct maternel de Liani criait le danger, mais le système refusa d'écouter ses appels. Sa fille n'avait que 14 mois quand elle fut remise au père. Maintenant, elle ne pouvait voir le bébé que durant des visites supervisées. Les premières années de Collie avec Tyler et Everana se déroulèrent à Woodland, en Californie. En octobre 2014, Tyler et Everana eurent leur premier enfant ensemble, un garçon appelé Tyrell. À partir de ce moment, la jalousie et les sentiments négatifs d'Everana pour sa belle-fille atteignirent un nouveau niveau. Elle était convaincue que la famille de Tyler aimait Collie plus que son fils biologique. En décembre 2014, Tyler emmena Collie pour un examen médical de routine. Elle avait un peu plus de 2 ans et pesait 12,7 kg, poids complètement normal et sain. Le médecin programmait une consultation cardiologique supplémentaire, mais Tyler l'annula. Pendant les 3 années et demie suivantes, Collie ne vit pas un seul médecin. En 2015, la tante de Tyler, Mein Dunis, commença à remarquer des choses étranges lors des réunions familiales. Des ecchymoses en forme de croissant apparurent sur le visage de Collie, exactement comme des marques d'ongles. Everana les déguisait avec du maquillage lourd, mais quand les parents embrassaient la fillette, le fond de teint bavait, révélant les marques. En octobre 2015, les changements chez Collie devinrent évidents. La fillette de 3 ans avait perdu du poids significativement lors d'une fête familiale. Malgré la chaleur, elle portait une robe longue qui cachait son corps. Mais le plus effrayant était comme Collie avait changé en tant que personne. Auparavant joyeuse et extravertie, maintenant elle ne jouait pas avec les autres enfants, parlait à peine et restait constamment près des adultes comme si elle craignait de s'éloigner. Quand les adultes se distrayaient, la fillette prenait secrètement de la nourriture dans d'autres assiettes, la dévorant avec le désespoir de quelqu'un qui a faim. Mein Dunis ne pouvait plus rester silencieuse. En octobre 2015, elle contacta les services de protection de l'enfance de Californie avec un rapport officiel de suspicion de maltraitance. Après une enquête superficielle, l'affaire fut classée comme non fondée. Le système échoua à nouveau avec Collie. En juillet 2017, Tyler et Everana prirent une décision qui isolerait complètement Collie de toute personne qui pourrait l'aider. Ils déménagèrent à Reno, Nevada, loin des parents vigilants. À cette époque, le couple eut un second enfant ensemble, Titan. Tyler travaillait dans 2 emplois et fréquentait l'université, étant absent de la maison depuis tôt le matin jusqu'à tard le soir. Everana restait seule avec 3 enfants. Tandis que l'appartement du complexe Brooktree Apartments sur Harvard Way était un foyer pour les garçons, pour Collie, il devint un environnement très restrictif. Le gérant du complexe témoignerait plus tard au tribunal. 3 enfants étaient listés dans le contrat de location, mais pendant tout ce temps, je n'ai jamais vu une fillette qui correspondait à la description de Collie Anderson. En octobre 2015, les changements chez Collie devinrent évidents. La fillette de 3 ans avait perdu du poids significativement lors d'une fête familiale. Malgré la chaleur, elle portait une robe longue qui cachait son corps. Mais le plus effrayant était comme Collie avait changé en tant que personne. Auparavant joyeuse et extravertie, maintenant elle ne jouait pas avec les autres enfants, parlait à peine et restait constamment près des adultes, comme si elle craignait de s'éloigner. Quand les adultes se distrayaient, la fillette prenait secrètement de la nourriture dans d'autres assiettes, la dévorant avec le désespoir de quelqu'un qui a faim. Mein Dunis ne pouvait plus rester silencieuse. En octobre 2015, elle contacta les services de protection de l'enfance de Californie avec un rapport officiel de suspicion de maltraitance. Après une enquête superficielle, l'affaire fut classée comme non fondée. Le système échoua à nouveau avec Collie. En juillet 2017, Tyler et Everana prirent une décision qui isolerait complètement Collie de toute personne qui pourrait l'aider. Ils déménagèrent à Reno, Nevada, loin des parents vigilants. À cette époque, le couple eut un second enfant ensemble, Titan. Tyler travaillait dans 2 emplois et fréquentait l'université, étant absent de la maison depuis tôt le matin jusqu'à tard le soir. Everana restait seule avec 3 enfants. Tandis que l'appartement du complexe Brooktree Apartments sur Harvard Way était un foyer pour les garçons, pour Collie, il devint un environnement très restrictif.
Le gérant du complexe témoignerait plus tard au tribunal. 3 enfants étaient listés dans le contrat de location, mais pendant tout ce temps, je n'ai jamais vu une fillette qui correspondait à la description de Collie Anderson. En automne 2017, la grand-mère de Collie, Donna Howard, vint à Reno. Quand elle demanda où était Collie, on lui dit que la fillette était dans une crèche de 24 heures. Le jour suivant, Tyler amena finalement Collie déjeuner avec sa grand-mère. Donna fut choquée. Elle semblait malade, maigre. Sa peau était grisâtre. Il n'y avait pas d'éclat dans ses yeux, aucune joie dont je me souvenais. Ce fut la dernière rencontre de Collie avec un parent aimant. Sa mère ne réussit jamais à visiter Collie à Reno, Everana ne permettait pas les rencontres. Au début de 2018, Tyler et Everana firent un achat spécial dans un magasin d'animaux. Ils choisirent une grande cage métallique. Séparément, ils optèrent des vraies monottes, pas des jouets d'enfants, mais des monottes métalliques qui causaient des blessures aux poignets fins. Everana installa cette cage dans la salle de bain des invités et verrouilla la porte. Maintenant, aucun visiteur ne pourrait accidentellement entrer. Tous les matins, Tyler partait au travail. Donnant la baiser d'adieu aux autres enfants, il ne regardait même pas Collie dans les yeux. Pour lui, elle n'était plus une fille, mais un fardeau dont il devait se débarrasser. Dès que la porte se fermait derrière Tyler, la situation difficile de la fillette commençait. Everana forçait Collie à se déshabiller complètement et aller en dadant à la cage métallique. Elle attachait les monottes à ses poignets fins, les connectant au barreau. L'enfant ne pouvait ni se linger, ni se tenir complètement debout, seulement rester assise dans une position inconfortable pendant des heures. Pendant ce temps, dans les chambres adjacentes, ses fils biologiques prenaient le petit déjeuner, jouaient avec des jouets et regardaient des dessins animés. Ils pouvaient entendre leur demi-sœur pleurer et supplier, mais leur mère leur interdisait de s'approcher de la salle de bain. Un bol vide de chien était dans la cage, une moquerie cruelle de l'enfant affamé. Parfois, Everana y versait de l'eau ou de la nourriture pour chien. Parfois, elle le laissait vide. Collie avait de la chance si elle obtenait un morceau de pain rassis ou des restes de céréales. Fréquemment, elle ne recevait pas de nourriture pendant des jours. Collie buvait dans les toilettes qu'elle pouvait à peine atteindre avec ses mains enchaînées. Quand Tyler rentrait à la maison, il voyait sa fille émaciée dans la cage et ne disait rien. Everana agressait Collie avec n'importe quel objet qu'elle trouvait, ceinture, cuillère en bois, balai. Elle frappait le dos, les jambes et la tête. Des ecchymoses et des coupures couvraient le corps de l'enfant. Mais la torture la plus cruelle était psychologique. Quand Tyler appelait à la maison, Everana forçait Collie à parler au téléphone. « Salut papa, je joue et je mange. Je suis une bonne fille. » Après l'appel, elle chuchotait en son oreille. « Ton père ne t'aime pas. Personne ne t'aime. La mère qui t'a mise au monde t'a abandonné. Si tu mourais, personne ne pleurerait. » En avril 2018, Collie devint un squelette vivant. La fillette de 5 ans pesait seulement 16 livres, autant qu'un enfant de 18 mois. Ses cheveux châtains tombaient partout, sa peau était grisâtre, ses yeux s'étaient enfoncés. Elle avait été brutalement battue à répétition. Des escarres se développèrent sur sa hanche pour être constamment assise dans la même position. Les plaies ouvertes permirent deux infections d'entrer dans la circulation sanguine, la septicémie commença. Mais Everana n'appela pas de médecin. Elle déplaça simplement la cage pour ne pas avoir à voir les plaies infectées de sa belle-fille. Le 26 avril 2018, Collie était particulièrement malade. Elle pouvait à peine respirer et ne levait pas la tête. Son pouls était faible et irrégulier. À 10 h du soir, Everana rechercha sur Internet la réanimation cardiopulmonaire. Elle comprit que l'enfant était en train de mourir, mais ne voulait pas appeler l'ambulance, craignant qu'il découvre les preuves de torture. Au lieu de cela, elle envoya un message à Tyler. « Ta fille va très mal. Rentre à la maison rapidement. » Quand Tyler revint, il trouva Collie inconsciente dans la cage. Sa respiration était superficielle, ses lèvres bleuâtres. « Nous devons appeler l'ambulance, dit-il. »« Non, je ne peux pas aller en prison. Tu dois sauver ta fille tout seul, cria Everana. » Le couple tenta la réanimation. Ils la mirent sous une douche froide tentant de la ranimer, mais il était trop tard. Le corps de la fillette de 5 ans ne supporta pas des mois de torture et de famine. À la fin de la nuit du 26 avril 2018, le cœur de Collie Anderson s'arrêta pour toujours. Tyler et Everana ne pleurèrent pas l'enfant morte. Ils paniquèrent sur comment se débarrasser du corps pour éviter la prison. Ils mirent le corps de Collie dans un sac à dos, placèrent le sac dans un baril plastique bleu et le scellèrent. Ils placèrent le baril dans l'armoire de la chambre, à quelques mètres du lit où leur deux fils dormaient. Le 28 avril, Everana rechercha sur Internet des liquides qui dissoudent les corps et des unités de stockage. Elle planifiait de dissoudre le corps de sa belle-fille comme s'il s'agissait de déchets. Tyler recherchait des moyens de se débarrasser du corps, le brûler dans la forêt, le jeter dans une rivière, le dissoudre dans l'acide, l'enterrer dans le désert. Pendant les 2 semaines suivantes, le couple vécut normalement. Ils cuisinaient, regardaient la télévision, avaient des relations intimes. Les garçons jouaient, sans savoir que leur demi-sœur était morte dans l'armoire. Quand l'odeur de décomposition s'intensifia, Everana força Tyler à prendre le sac avec le corps et le mettre dans le coffre de la voiture. Le 10 mai, Tyler loua un camion. Le 11 mai, il appela son connaissant Joe Garcia, qui gérait des installations de stockage, demandant la permission de ranger temporairement quelques boîtes.
Le baril plastique contenant le corps de Collie fut scellé dans une boîte en carton. Tyler conduisit vers Sacramento, tandis que Verana le suivait dans sa voiture avec les 2 enfants.